je suis économiste, hein, donc comme précisé, et intervenant au CIRA. Donc nous travaillons sur les pays du Sud. Donc je vais vous parler des forêts tropicales, qui sont un peu mon terrain depuis assez longtemps. Et travaillant spécialement sur les instruments économiques, et je voudrais faire le lien avec cette question des communs globaux, pour savoir effectivement, généralement, il y a souvent une opposition entre instruments économiques, intérêts et finalement communs. Et je pense qu'on peut trouver effectivement des voies qui permettent d'utiliser ces instruments économiques pour développer finalement l'action collective et les communs. Alors ça marche, oui, voilà. Donc, est-ce que une question qui se pose souvent, c'est de savoir si les forêts tropicales notamment, l'Amazonie par exemple, vous avez à droite, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, un éditorial du Monde d'il y a pas très longtemps sur l'Amazonie bien commun, hein, sans point d'interrogation d'ailleurs. Il y a un point d'interrogation dans l'article, mais finalement dans le titre il n'y est pas. Et on peut se poser la question pour savoir si ce sont des communs globaux. Évidemment, tout ça fait suite aux grands incendies qui viennent régulièrement en Amazonie, et donc la polémique entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président brésilien. C'était est-ce que l'Amazonie est un bien commun universel? Bon, très clairement, cette vision, enfin cette déclaration du président français s'est heurtée immédiatement, évidemment, non seulement à l'opposition du gouvernement brésilien de Bolsonaro, mais aussi à beaucoup finalement de citoyens brésiliens, parce qu'il y a toujours un sentiment de la part des Brésiliens et du Brésil que c'est le refus de l'internationalisation de l'Amazonie, ou des tentatives d'internalisation de l'Amazonie. Donc c'est un sujet très très sensible effectivement au Brésil, ce qui fait que le Brésil notamment a bloqué l'idée d'une convention internationale depuis des années sur les forêts. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas ce type de convention, c'est le blocage brésilien, hein, c'est demandé notamment par la France depuis des années. Et notamment sur deux aspects plus, comment dire, le Brésil a refusé également l'accord de partenariat volontaire qui a été proposé par l'Union européenne pour bannir le bois illégal du commerce, alors que cet accord a été signé par beaucoup d'autres pays, comme l'Indonésie, comme beaucoup de pays africains ou d'autres, etc. Bon, voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu des réticences des pays, et ce qui veut dire que vouloir gérer les forêts tropicales comme des communs globaux ne semble pas, en tout cas ne me semble pas personnellement, constituer une option praticable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, et il faudrait un petit peu préciser les choses sur les questions des forêts. Moi, j'ai tendance à proposer qu'il faudrait distinguer les forêts ressources de la forêt service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous voulez, pour prendre le langage de l'économie, on a des externalités positives qui sont associées aux fonctions des forêts, hein, qui sont précisément des fonctions écologiques qui peuvent être perçues comme des services globaux, c'est-à-dire effectivement c'est tout ce qui est cette fonction de réserve de biodiversité, le stockage du carbone, le fait d'absorber le carbone, etc. On peut considérer ça, selon le langage, disons peut-être des économistes aussi, comme des biens publics mondiaux. Mais les forêts tropicales en elles-mêmes ne sont pas des biens publics mondiaux. C'est-à-dire que les services écosystémiques qu'elles rendent à la planète, sont probablement, ces services sont on peut appeler des communs globaux, si vous voulez. Les forêts, par contre, sont des ressources économiques qui sont sous la souveraineté des États et sont utilisés par de multiples utilisateurs qui disposent de droits locaux, et de droits locaux importants. Et au fond, le challenge qu'on a, le défi qu'on a, ça serait de gérer les services écosystémiques des forêts tropicales comme des communs globaux, et ça suppose une coopération et un régime international, donc une gouvernance internationale. Alors je prends régime au sens bien connu de Krasner, etc., un ensemble de règles, de principes, etc., autour desquels convergent les attentes des acteurs. Bon, je crois que c'est bien connu, c'est peut-être pas la peine d'y revenir. Et je voudrais vous parler, si vous voulez, de ce qui est en train donc de se passer, en tout cas au niveau international, c'est-à-dire on a les linéaments d'un régime qui est basé sur des instruments économiques
Alors les instruments, qu'est-ce que c'est? Ce sont des facteurs de coordination des acteurs, hein, donc de ce point de vue, ça peut devenir également des institutions. Et on a eu plusieurs périodes historiquement dans cette lutte contre la déforestation. On a eu toute la période un petit peu technique FAO, etc., qui se basait beaucoup sur la technique et bon, qui n'ont finalement n'a pas abouti à une baisse de la déforestation. Et finalement, on a eu peu à peu une vision qui, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années maintenant, s'impose, qui a permis aux économistes d'imposer une vision qui est fondée sur l'incitation, sur les incitations en tout cas. Et la logique, c'est une logique de compensation ou de rémunération pour des services. Et on va revenir sur cette question de services. Et le problème, si vous voulez, de la déforestation mondiale a été identifié, alors à tort ou à raison, hein, comme économique, c'est-à-dire que, en gros, si je résume les choses, on considère que pourquoi il y a déforestation, c'est parce que pour les États et pour les acteurs, pour les populations, l'espace forestier a plus de valeur, en termes financiers en tout cas, en termes de valeur tangible, quand la forêt est détruite pour faire notamment place à l'agriculture ou de l'élevage, que comme une forêt sur pied. Et effectivement, si on parle en termes d'économie, les prix relatifs de l'agriculture et de la foresterie sont plutôt en faveur de l'agriculture et donc différentes activités. Et alors, on a deux grandes conventions qui s'intéressent finalement aux forêts, parce qu'on n'a pas de convention sur les forêts, mais on a une convention sur les changements climatiques, on a une convention sur la diversité biologique. Et ces conventions, finalement, constituent des matrices pour la conception d'instruments qui vont être bilatéraux, multilatéraux. Alors, je vais très rapidement, je vais simplement les lister, mais je vais pas, je vais m'intéresser à deux de ces instruments. Alors, pour le climat, vous savez qu'on a eu tous les quotas d'émissions échangeables, on a des taxes carbone dans certains pays, on a eu le mécanisme de développement propre qui était un système, ce qu'on appelait un mécanisme de flexibilité. Pour la Convention diversité biologique, on va avoir effectivement tout ce qui va être la compensation biodiversité, selon le principe éviter, réduire, compenser, donc il y a aussi quelque chose de tout à fait important. Puis on a des instruments qui sont mixtes, hein, qui sont entre les deux conventions, qui peuvent venir, ils sont soit rattachés à la convention climat, soit à la convention sur la diversité biologique. Donc, ce sont les paiements pour services environnementaux et ce qu'on va appeler la déforestation évitée plus le stockage du carbone. Bon, en résumé, REDD+. Alors, je vais surtout parler des PSE ici. Je vais, pour une raison, je ne vais pas parler de REDD, je vais en parler très, très brièvement. Mais la question que je voudrais aborder dans cette communication, finalement, c'est très simple, c'est de savoir si l'incitation et la conditionnalité associée à ce type d'incitation dans des instruments comme les PSE, est-ce que ça peut produire du commun? Alors, REDD+, j'en parle très rapidement. C'est un processus international sous l'égide de l'ONU, si vous voulez, dont le principe de base est assez simple, enfin, mais les problèmes commencent après, bien sûr. C'est de rémunérer les pays, donc on parle bien des pays à ce niveau, hein, qui réduisent leur niveau de déboisement. Donc leur niveau d'émissions lié au déboisement, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, soit par des crédits carbone, donc au fond des permis d'émission, soit un équivalent en argent. Les deux sont possibles. C'est un débat qui existe depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, si vous voulez, ce mécanisme? Il y a une hypothèse très économique d'État calculateur. C'est-à-dire qu'on suppose que les États sont des acteurs finalement assez homogènes qui font du calcul coût-avantage et qui sont en capacité ensuite d'agir efficacement. C'est-à-dire qu'au fond, ils pèsent le pour et le contre, ils regardent ce qu'ils ont à perdre et à gagner, et ensuite ils prennent une décision, puis ensuite ils s'y tiennent, ils agissent. Bien évidemment, c'est une vision extrêmement naïve de l'État, de l'économie politique de l'État. Bon, on va pas revenir là-dessus. Simplement, disons que ce mécanisme a eu des résultats très peu probants et puis des comportements stratégiques parce que finalement, tout ça se joue autour un peu du schéma que vous pouvez voir, c'est-à-dire qu'en fait, ça se joue autour de références, de scénarios de référence, c'est-à-dire qu'on essaie de prévoir en business as usual quelle sera la déforestation future, quelles seront les émissions futures, et c'est bien les États, c'est-à-dire les acteurs qui sont les bénéficiaires potentiels de ce mécanisme, qui prévoient ce que seront leurs déforestations, ce que devrait être la déforestation business as usual, c'est-à-dire sans raid, sans effort particulier. Et bien évidemment, si vous voulez, la stratégie à peu près observée dans tout ce mécanisme, on peut la résumer très simplement, c'est que tous les acteurs ont intérêt à prévoir le pire, c'est-à-dire prévoir que la déforestation va exploser si on ne fait rien, en business as usual, et ensuite, comme ça leur permet de prétendre avoir évité le pire, c'est-à-dire, vous voyez dans le schéma ici,
on prévoit tout simplement effectivement que la déforestation va augmenter de manière considérable. Et si elle n'augmente que d'une manière plus modérée, on dira qu'on a évité effectivement ABC, c'est tout ce qu'on a à la déforestation à éviter. On va demander de l'argent pour cela. Bon, voilà, alors ça peut sembler frappant que tout un mécanisme international qui mobilise des milliards de dollars fonctionne sur ces fameux scénarios, mais aujourd'hui c'est comme ça. Et bon, on peut dire on peut faire une critique également, disons, sur l'ignorance de l'économie politique de l'État, c'est-à-dire est-ce qu'un État c'est vraiment des États rationnels, bienveillants, neutres et calculateurs, et est-ce que véritablement les processus de décision sont ce que les économistes peuvent croire ici, en tout cas les économistes naïfs peuvent croire. Et également, est-ce qu'un État est en capacité d'agir efficacement même s'il a pris une décision? Évidemment, ça ne marche pas quand on a des États fragiles ou des États effondrés ou des États défaillants. Alors, je vais plutôt vous parler des paiements pour services environnementaux en essayant d'abord de faire juste une petite distinction. Est-ce qu'on parle de services écosystémiques ou services environnementaux? Bon, c'est un débat assez important. Moi, personnellement, avec quelques collègues, on distingue par convention les services écosystémiques. Une institution comme le Millennium Ecosystem Assessment nous dit ce sont les bénéfices que les hommes obtiennent des écosystèmes. C'est effectivement une définition donc institutionnelle donc qu'on peut prendre puisque elle est d'une certaine manière institutionnalisée. Et par contre, les services environnementaux, moi personnellement, je propose de considérer que ce sont les services que les hommes se rendent entre eux. Et pour rebondir avec l'intervention précédente, ça veut dire aussi avec les générations futures, les services qu'on va rendre aux générations futures, qui vont conduire à maintenir ou améliorer un service écosystémique. Et finalement, cette position, cette définition, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'elle a été reprise tout récemment par l'évaluation française des écosystèmes, ça s'appelle l'EFES, qui est conduit par le ministère français et qui distingue deux notions. La notion de service écosystémique, qui est la fonction d'un écosystème dont l'utilisation permet de retirer un avantage pour un agriculteur ou de manière plus générale pour la société. Donc, on revient à cette définition du service écosystémique. Et le service environnemental comme action, comme mode de gestion d'un acteur, par exemple d'un agriculteur, qui va améliorer l'état de l'environnement en permettant l'augmentation d'un service écosystémique. Donc, de ce point de vue, je crois qu'on avance un peu sur les concepts et qu'on les clarifie de manière intéressante. Partant de là, on peut définir un paiement pour service environnemental comme une rémunération d'un agent pour un service rendu à d'autres agents, où qu'il soit dans le temps ou dans l'espace, c'est-à-dire ça peut être à une autre partie du monde, ça peut être effectivement le voisin, ça peut être quelqu'un lointain, et ça peut être quelqu'un lointain dans le temps également, donc génération future, à travers une action intentionnelle. Alors ça, c'est un peu discuté, mais je pense pas, on pourra peut-être y revenir à la discussion, mais on n'aura sans doute pas le temps, qui vise à préserver, restaurer ou augmenter un service écosystémique convenu. Alors convenu, ça veut dire que c'est un instrument qui va se baser sur le contrat. Et ce contrat, alors bien sûr, ça peut être le service, il peut être imposé par le haut ou il peut être négocié, discuté. Il peut y avoir une sorte d'expertise collective pour savoir quel est le service qu'il faut rendre et quelle est la meilleure manière de le rendre. Ça, je fais référence à une discussion qui a eu lieu hier également. Alors l'incitation au niveau des producteurs. Au fond, les PSE, le principe, c'est un principe assez connu, c'est d'aligner l'intérêt privé avec l'intérêt collectif. C'est bien cela, et on a une vision beaucoup plus pragmatique que REDD+, qui va cibler des acteurs qui ont une influence directe sur l'état des écosystèmes. Alors, sont des instruments qui sont très répandus aujourd'hui, notamment en Amérique latine, mais également en Chine, en Europe, etc. On a des programmes nationaux qui existent en Amérique latine, au Costa Rica, au Mexique, etc. Et puis, en Europe, on connaît ça aussi, c'est la logique des mesures agro-environnementales de la politique agricole commune, qui est en train de changer, qui va s'appeler maintenant les éco-schemes en anglais ou les éco-régimes. Alors c'est très bureaucratique à l'européenne, etc. Disons que c'est assez critiqué sur son manque d'efficacité, mais enfin, en tout cas, le principe est là, même si, et le budget est assez faible dans la PAC, mais c'est quelque chose qui va augmenter. Ça fait partie des discussions actuelles, disons, dans la future PAC. Donc ça, c'est effectivement, donc c'est des programmes du Costa Rica. Alors qu'est-ce que c'est qu'en pratique les PSE? C'est une rémunération pour des services environnementaux, c'est-à-dire pour des pratiques agro-silvopastorales, des modes de gestion qui vont se fonder au départ sur une logique de compensation des coûts d'opportunité. Alors ça, c'est l'entrée, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, l'idée c'est qu'on compense les coûts d'opportunité. Si quelqu'un renonce à convertir une forêt pour pour s'empêcher de faire une culture de maïs, pour faire un pâturage, eh bien ça, il va avoir un coût, donc on va le compenser, etc. Donc ça, c'est la logique d'entrée. Et très souvent, en fait, il y a des discussions et on s'aperçoit que les rémunérations
peuvent être inférieures et acceptées. C'est-à-dire que généralement, on fait des calculs de coûts d'opportunité moyens. Bon, c'est déjà compliqué parce que les coûts d'opportunité ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Le manque à gagner, si vous voulez. Et de ce point de vue, on a des rémunérations qui parfois, dans le contrat, sont inférieures et sont acceptées quand même. Pourquoi? Parce que souvent, on s'aperçoit que des petits agriculteurs ont une aversion au risque et qui préfèrent avoir de l'argent de manière régulière plutôt que de risquer, disons, d'un risque économique trop fort lié à des variations des cours ou à des catastrophes naturelles. Il peut y avoir des questions de création de capital social, c'est-à-dire que à Madagascar, par exemple, vous avez des migrants qui acceptent d'être très peu payés pour ne pas déboiser les hauts des bassins versants, parce que ce sont des migrants et que finalement, en rentrant dans le jeu de la négociation, ils sont acceptés et donc on reconnaît quelque part leur droit d'être là. Donc finalement, c'est important. Il peut y avoir aussi des effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui finalement sont rémunérés alors qu'en réalité, ils auraient de toute manière, ils n'auraient pas déboisé, ils n'auraient pas converti l'écosystème. Donc il y a beaucoup d'effets d'aubaine dans ce genre de mécanisme. Bon. Voilà le schéma des économistes, hein, c'est de dire finalement il y a des externalités, on va payer pour ces externalités, pour réduire ces externalités négatives il y aura un bénéfice. Alors disons qu'il y a deux formes de PSE. Il y a une forme qui est autour de la suspension contractuelle de certains droits d'usage. En gros, c'est qu'on paye pour que les gens qui ont des droits conservent ces droits mais ne les exercent pas tant qu'ils sont payés. Hein, c'est bien des suspensions pour la conservation. Et puis, il va y avoir des formes tournées autour de l'investissement, c'est-à-dire qu'on va payer les gens pour adopter des pratiques agroécologiques et ainsi préparer l'avenir, c'est-à-dire préparer effectivement des alternatives. Bon, on a un exemple très connu en France, notamment, c'est l'exemple de Vittel qui a été très documenté. Alors, je passe très vite. Alors, il y a un débat sur les PSE, c'est de savoir est-ce qu'il faut compenser les coûts d'opportunité, ça les économistes ont tendance à dire oui, il faut compenser, ou est-ce qu'il faut récompenser les pratiques déjà mises en œuvre. Évidemment, le débat, c'est que si vous récompensez les pratiques déjà mises en œuvre, vous risquez d'avoir des effets d'aubaine. Bon, j'en parlerai rapidement. C'est un débat très intéressant parce que ça soulève plein de questions, etc., etc. Mais je voudrais avancer un petit peu sur mon sujet. Alors, les PSE, c'est un instrument critiqué dans la communauté des chercheurs, alors à mon avis, des bonnes ou des moins bonnes raisons. Alors, il y a une critique externe, vous allez retrouver, beaucoup ont vu ce documentaire sur Arte avec un bouquin qui est sorti derrière. Une critique dure, c'est PSE, c'est la marchandisation de la nature. Alors, il y a une version un peu atténuée, c'est de dire finalement, bon, c'est peut-être pas du marché, mais ça développe l'utilitarisme, donc effectivement, c'est un peu un problème. Et puis, il y a une critique interne, il y a des critiques internes qui sont des critiques des économistes qui disent finalement avec cet instrument, on a plein d'effets d'aubaine, c'est-à-dire on manque d'additionnalité économique. Hein. Alors on peut trouver des réponses en disant, dans ce cas-là, ok les effets d'aubaine, mais à ce moment-là, il faut cibler où est-ce qu'on fait des PSE de manière géographique, là où c'est vraiment on a des crises écologiques importantes. On peut également cibler en ciblant les petits paysans, les pauvres, et s'arrêter, disons, faire un cap, un plafonnement des aides pour faire en sorte que les grands propriétaires, effectivement, ou les entreprises n'en bénéficient pas. Donc il y a des réponses possibles. Quant aux juristes, ils sont assez circonspects du fait que dans la pratique, on superpose souvent l'incitation et la réglementation. C'est-à-dire qu'au fond, on paye les gens pour ne pas faire ce qui est déjà interdit par le règlement, par les lois. Et bon, là aussi, on a pas mal discuté, on a pas mal fait de recherches il y a des instruments appropriés, c'est-à-dire que peut-être que dans certains cas, il faut effectivement n'utiliser que l'incitation et enlever effectivement les interdictions éventuellement. Et puis, il y a des problèmes de mix de politique. Bon, je pense que j'aurai pas trop le temps disons, de revenir là-dessus. Mais il y a une critique un peu qui est entre l'interne et l'externe, finalement, qui est un peu à cheval entre les deux, c'est de dire au fond, si on commence à payer les gens pour protéger la nature, donc on introduit l'incitation. Est-ce que des actions désintéressées de protection de la nature seront-elles encore possibles dans l'avenir? Et notamment, ça intéresse beaucoup les juristes. Est-ce que on ne pourra pas demain, lorsqu'on fait des lois qui protègent l'environnement ou des règlements, est-ce que les gens vont pas demander à être payés pour appliquer ces lois? Donc ça, c'est effectivement une des questions. Alors, pour effectivement terminer, la question c'est est-ce que les PSE favorisent le commun? Donc cet instrument maintenant que je vous ai effectivement présenté. Alors, il y a des PSE individuels et il y a des PSE communautaires. Il y a des fois où on paye. Alors, des fois, on paye pas spécialement de l'argent. Des fois, ça peut être également des avantages en termes d'investissement, en termes, disons, d'équipement collectif, etc. Mais dans les PSE individuels, en général, on paye les gens avec de l'argent. Alors,
Directement, on peut dire que les PSE individuels, bah, ça concourt directement aux communs globaux parce que bah, ça encourage les gens à conserver des forêts, à planter des arbres, à faire de l'agroforesterie, etc. Mais ça favorise aussi des communs locaux. La qualité de l'eau dans un bassin versant, on peut dire que c'est un commun local puisque ça profite effectivement à tous les gens qui sont autour du bassin versant. Et on a du PSE collectif. Des PSE collectifs, c'est intéressant parce que alors ça crée du capital social. Capital social au sens de règles, de projets de territoire, finalement de gouvernance sur un territoire. Alors ça peut se faire de différentes manières. Alors ce qu'on a vu dans nos travaux, dans des projets notamment au Mexique, c'est que ça se fait souvent par la contrainte sociale. C'est-à-dire que les PSE collectifs, c'est de dire si il y a effectivement des règles qui sont mises pour protéger les forêts, éviter de mettre des pesticides, etc. Par exemple, et que ça se passe, c'est la communauté qui s'engage. Il y a des avantages pour l'ensemble de la communauté, souvent en termes d'école, en termes éventuellement, ça peut être de l'argent, ça peut être des avantages d'investissement, etc. Et du coup, le groupe fait une pression sur les individus pour effectivement que ces individus, en gros, jouent le jeu. Parce que s'ils ne jouent pas le jeu, eh bien, on n'aura pas le résultat à la fin. Et à ce moment-là, le bénéfice, les paiements peuvent être interrompus parce que les résultats ne sont pas là. Donc, finalement, c'est une manière de créer la contrainte sociale. Et on peut dire de ce point de vue que les PSE donc semblent effectivement favoriser du commun local au sens de la mise en place de règles et de la conscience d'un intérêt partagé à jouer le jeu. Le cas échéant, ça peut être avec des sanctions. Hier, il y avait une discussion pour savoir si les communs devait être seulement basé sur la liberté. Je trouve qu'il y a des tas de communs, y compris des communs anciens ou actuels, dans lesquels il y a des sanctions, dans lesquels il y a des pressions. Donc de ce point de vue, je pense que c'est pas seulement le libre arbitre, ça peut être aussi tout à fait lié au fait qu'il y a une pression sociale et donc éventuellement des sanctions. Et je crois que c'était d'ailleurs chez Elinor Ostrom tout à fait clair. Alors, est-ce que c'est un instrument durable? Je vais terminer par là, je suis un peu long, je m'excuse. Alors souvent, c'est un instrument, alors, l'exemple du Costa Rica est très étudié parce qu'ils ont des PSE depuis 1997, un programme national très étudié, hein. Ce sont des contrats de 5 ans, mais non renouvelables, c'est-à-dire des contrats avec des producteurs ruraux pour conserver des forêts ou planter des arbres, faire de l'agroforesterie. Souvent, alors, les contrats sont renouvelables, mais globalement, il y a quand même un terme au contrat. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après la fin des paiements? Lorsqu'on arrête de payer, qu'est-ce que font les gens? Alors, il y a plusieurs hypothèses possibles. L'une, c'est qu'ils retournent à leur pratique antérieure finalement anti-écologique. C'est possible et ça s'observe, ce nombre de cas. Mais on s'aperçoit aussi que quand on fait des PSE collectifs, il y a l'action collective a joué son rôle. Les mentalités ont évolué, le système de règles et de gouvernance a été redynamisé et les changements peuvent être relativement pérennes. C'est-à-dire qu'on a remis en marche l'action collective à travers effectivement cette incitation monétaire. Ben, les gens se sont reparlés, les gens ont décidé effectivement, ça a créé effectivement une prise de conscience que on a intérêt à faire évoluer le territoire d'une telle ou telle manière. Et l'autre hypothèse, c'est que les PSE peuvent aussi, notamment les PSE tournés vers l'investissement, déboucher sur la mise en place de nouveaux modèles économiques. Par exemple, on peut certifier un territoire, on peut certifier des filières grâce au fait qu'on a renoncé aux pesticides, qu'on a fait un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, on va avoir des prix plus rémunérateurs. On peut avoir de l'écotourisme, éventuellement parce que, disons que ça a eu un effet sur les paysages. Et tout ça, on a le modèle économique nouveau est fondé sur la contribution aux communs locaux, aux globaux. Alors, ma dernière slide, hein, je vous rassure. Il y a un enjeu de financement, si vous voulez. L'enjeu de financement, il est très important. C'est que comment est-ce qu'on finance tout ça? En France, on a aussi des PSE. Alors en France, ce sont les agences de l'eau qui sont maintenant, c'est à toute petite échelle, hein, qui sont censées faire des PSE. Globalement, ma proposition est de dire que l'enjeu qui nous attend dans les PSE, c'est vraiment un changement de paradigme aussi du financement, c'est de faire basculer les financements euh, en faveur du monde rural sur la qualité et la cohérence des pratiques. C'est-à-dire que plutôt que, pendant des années, notamment dans beaucoup de pays, pas seulement les pays développés, mais également les pays émergents, ben, on a des subventions, on donne de l'argent aux agriculteurs pour qu'ils produisent, etc. On donne de l'argent à la surface, à la tonne, etc., etc. La question, l'enjeu, c'est effectivement c'est de commencer à changer les financements et que ce soit rapport sur la qualité et la cohérence des pratiques. Les collègues d'AgroParisTech parlent de PSE système, c'est-à-dire de dire qu'il faut vraiment regarder la cohérence des pratiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement c'est pas seulement pour une action, pour un service, il faut vraiment regarder s'il n'y a pas une contradiction entre je dirais, les pratiques qui font qu'on intensifie quelque part alors qu'on protège de l'autre, etc. Bon, ça c'est un grand jeu dans la politique agricole commune qui fait qu'on le critique beaucoup à juste titre. Bon, cette idée de PSE système paraît très intéressante et c'est un changement de paradigme vraiment nécessaire à la transition écologique. Alors,
Pérenniser les PSE ne peut se faire que, un, si les sociétés du Nord comme du Sud sont prêtes à faire des transferts pérennes, structurels en faveur des ruraux impliqués dans la fourniture de services environnementaux, soit en compensant, soit en les récompensant. Et de ce point de vue, eh bien, je pense qu'un des outils qu'on a, c'est vraiment les financements affectés par de la fiscalité. En France, ce sont les agences de l'eau, j'ai dit. Au Costa Rica, c'est très intéressant. On a des redevances affectées, le carburant. Les carburants, il y a une taxe sur les carburants qui est affectée, une redevance qui finance le fonds FONAFIFO, qui finance les PSE. Il y a une taxe maintenant également depuis quelques années sur la distribution de l'eau. Effectivement, une partie donc des citoyens qui consomment l'eau payent pour les PSE, donc la protection des forêts et d'autres actions environnementales. Et on peut, disons également, dans certains pays, c'est un peu les conseils que je fais quand je travaille en Afrique, parce qu'en Afrique, je pense qu'il faut éviter de taxer les carburants, sinon on va avoir des émeutes très très rapidement, c'est d'essayer d'avoir des prélèvements à très faible taux et avec très large assiette. Par exemple, de prélever un petit peu d'argent chaque fois qu'il y a l'achat d'unités téléphoniques, l'accès à des réseaux sociaux ou les consommations de bière, bière et soda, c'est-à-dire des choses que les gens consomment massivement. Une petite redevance ne changerait pas énormément de choses sur un impact social, mais il serait peut-être pas énorme. Et par contre, comme ce serait une très large assiette, on pourrait à ce moment-là, effectivement, financer de manière durable ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment le changement de paradigme qu'on pourrait avoir. Voilà, je vous remercie de votre attention.